Chers amis, bonjour. L'hypersensibilité alimentaire présente deux types de réactions, l'allergie et les intolérances alimentaires. Alors l'allergie, ce sont des antigènes ou pneumallergènes des éléments aériens, type les pollens, les spores, même la pénicilline. Ils génèrent des anticorps aux immunoglobulines E, ce qui fait que on dit IgE. La clinique, elle est assez particulière. On assiste à des signes immédiats et bruyants. Un seul aliment, même un élément trace, suffit à déclencher une crise IgE. Les réactions ne concernent que la peau et les muqueuses. Alors, parmi les allergènes, on relève les laits animaux, le porc, le poisson, soja, arachides, crevettes, crustacés, moutarde, kiwi, sésame. Les intolérances alimentaires ou trop allergènes, c'est-à-dire les aliments. Alors, vous avez les anticorps, ce sont les immunoglobulines G, d'où IgG. Point de vue clinique, le caractère est sournois et occulte, et ils dépendent de la fréquence d'ingestion et de la quantité ingérée. L'atteinte concerne la plupart des tissus, système nerveux central, périphérique, les endothéliums, vasculaires, tubulaires, rénaux. Alors les aliments les plus consommés et les plus intolérants, ce sont donc les laits animaux, vous avez les céréales à gluten, le cacao, la banane, le bœuf, l'œuf, paprika, thé et combien d'autres. Alors, le problème avec les laits animaux, on est dans les intolérances. Les laits animaux font l'objet de controverses qui d'ailleurs ne font qu'amplifier la défiance du public envers ces laits et leurs dérivés, fromage. Le problème est que les laitages avec le blé règnent en maître dans toute l'alimentation du monde occidental et maintenant du monde entier, en compagnie du soja. Et on ne peut se passer de ces aliments que si l'on décide de prendre résolument en main sa propre alimentation. Les laits animaux présentent en effet plusieurs inconvénients majeurs. D'emblée, il faut exclure l'intolérance digestive au lactose, quasiment le seul sucre du lait. Elle n'induit qu'un déséquilibre de la flore microbienne intestinale et n'a pratiquement pas d'impact immunitaire. Il en va tout autrement de l'intolérance aux protéines du lait. 80% environ des protéines du lait sont des caséines, qui ne sont autres que des phosphoprotéines qui sont insolubles. Elles constituent l'essentiel des fromages. Le lait humain, quant à lui, est très pauvre en caséine. Le lait maternel contient 3 fois moins de protéines que le lait de vache, mais 3 fois plus d'anticorps, ce qui est une richesse. Il est 3 fois plus riche que le lait de vache en acides gras polyinsaturés, mais 4 fois moins riche en calcium et 5 fois moins riche en phosphore, ce qui est une autre bonne chose. Cette intolérance peut s'exprimer très tôt, peu après la naissance, si la mère a consommé des laitages en excès pendant sa grossesse. Elle est maximum chez l'enfant jusqu'à 2 ans, mais la pratique montre qu'elle se rencontre à tout âge, même chez l'adulte. Chez l'enfant, l'intolérance aux protéines du lait de vache est la plus fréquente des allergies alimentaires de l'enfant avant 1 an. Depuis quelques années, on lui attribue près de 40% des cas de reflux gastro-œsophagien. Les symptômes vont des régurgitations, des coliques abdominales, de la diarrhée jusqu'à l'eczéma, l'urticaire, la migraine, l'œdème de Quing, de l'hypoglycémie au malaise, aux cris nocturnes, à l'insomnie. Quel que soit l'allergène, l'intolérance au lait de vache aggrave toutes les autres allergies. L'exclusion, au moins momentanée, de toutes les substances incriminées est la seule thérapeutique efficace. L'utilisation de lait à base d'hydrolysat de protéines est d'une aide précieuse. L'éviction doit être stricte pendant 6 à 12 mois avant toute tentative de réintroduction. Chez l'adulte, rappelons que les protéines du lait de vache sont présentes dans tous les laitages, beurre, lait, crème fraîche, yaourt, fromage blanc, fromage, glace, entremets, et se retrouvent aussi dans des sauces et de nombreux plats cuisinés. L'éviction des laitages animaux donne des résultats spectaculaires dans de nombreuses affections comme l'eczéma, le psoriasis, la rhinite, diarrhée souvent, colite spasmodique très souvent, mastose, règles douloureuses, fibrome utérin, hypertrophie bénigne de la prostate, douleurs et raideurs articulaires, migraine, spasmophilie. Pratiquement toutes les affections auto-immunes sont améliorées par la suppression des produits laitiers. Le lait est un important facteur de croissance. Il fait grossir un veau de 50 kg et le conduit à un poids de 400 kg en 6 mois environ.
Cela explique qu'il soit contre-indiqué dans toutes les atteintes tumorales, que ce soit le cancer du sein, des ovaires, de la prostate, du côlon, mais aussi dans toutes les leucémies. L'arrêt des laitages entraîne une augmentation du tonus général et une lucidité plus aiguë, quelle que soit la pathologie. On note aussi un meilleur sommeil, une meilleure digestion, notamment la disparition des brûlures gastriques et la somnolence après les repas. Les protéines de lait mettent le patient en hypoglycémie, ce qui le pousse à grignoter et à prendre du poids. Alors, les manifestations physiologiques de l'intolérance à IgG, au lait de vache, elles sont très comparables à celles de la maladie cœliaque. On y retrouve deux syndromes, un syndrome carentiel et des troubles immunitaires. Le syndrome carentiel, il est lié à la malabsorption intestinale et associe une anémie par malabsorption des vitamines B12, B9, du cuivre, du manganèse. Une ostéoporose à première vue paradoxale. En effet, non seulement la grande quantité de calcium contenue dans le lait n'est pas assimilée du fait de la malabsorption et d'un rapport calcium-phosphore qui est défavorable pour les laits. Il y a trop de phosphore qui bloque le calcium. De surcroît, la malabsorption perturbe l'assimilation du calcium, du magnésium et du silicium contenus dans les autres aliments nécessaires à la formation de l'os. Et, en deuxième lieu, les troubles immunitaires. Ils sont en rapport avec la perte de la fonction de la barrière de l'intestin, à savoir la malabsorption, ce qui permet alors le passage massif, à travers une muqueuse intestinale devenue poreuse, d'antigènes dans la circulation générale. Il s'ensuit une réaction d'hypersensibilité avec phagocytose d'antigènes, responsable alors de pathologies inflammatoires. Ce sont ces migraines invalidantes, des sinusites chroniques, des pathologies rhumatismales, des crampes musculaires, des maladies auto-immunes. La consommation de lait de vache dès la naissance est même suspectée d'induire un diabète insulino-indépendant. Alors les céréales, deuxième grosse intolérance. Aujourd'hui, les céréales représentent les 2/3 des calories et la moitié des protéines consommées par les humains. En France, le blé vient en tête, suivi du riz, puis du maïs. C'est généralement le gluten du blé qui est impliqué dans les intolérances alimentaires. En effet, le gluten, dont la racine glu se retrouve dans engluer, agglutiner, est une véritable colle. Depuis les débuts de l'agriculture, les céréales ont subi de nombreuses modifications des chromosomes avec des changements de structure, par sélection, hybridation, mutation, recombinaison. L'intolérance au gluten est favorisée par l'absorption quotidienne de blé, d'orge, d'avoine, de seigle, contenus dans les biscottes, les biscuits, les crêpes, les quiches, le pain, les pâtes alimentaires, les pizzas, les viennoiseries. Cette maladie est due à une immunisation contre un peptide qui pourrait être commun à la gliadine du blé, à la sécaline du seigle et à l'ordéine de l'orge. Ce peptide contenu dans la gliadine comporte 33 acides aminés qui résistent aux enzymes protéolytiques, c'est-à-dire protéolytiques qui font fondre les protéines. Ce sont les protéases gastriques, les pancréatiques et intestinales, ce qui explique l'altération des entérocytes, autrement dit des cellules intestinales. Les conséquences sont nombreuses. Carence, réaction immunitaire due à l'inflammation permanente, attaque du système nerveux, digestif, endocrinien, avec des tendinaux musculaires et osseux. Les mauvaises céréales maintenant, ce sont toutes les céréales à gluten. Le blé peut être considéré comme un véritable monstre si l'on tient compte des énormes transformations qu'il a subies. L'organisme humain ne s'est adapté à digérer les protéines du blé qu'à partir d'un nombre de chromosomes de 7 paires. Quant au système enzymatique, il n'a pas subi assez de pression de l'environnement pour lui permettre de métaboliser le blé au-delà de cette paire. Les symptômes d'intolérance les plus courants sont les raideurs musculaires, des gonflements et des rougeurs au niveau des articulations, des éternuements, un larmoiement des yeux, le nez encombré ou qui coule, les douleurs à la poitrine, des crampes, l'impression d'être enflé, des sueurs, des éruptions cutanées, des maux de gorge, des nausées, de la fatigue, de la difficulté lors de la déglutition et toute une série de perturbations psychologiques telles que la nervosité, l'asthme, la migraine. Enfin, vous voyez, c'est une litanie d'un ensemble de pathologies quotidiennes. Si le chef de file est bien sûr le blé, il est suivi par l'orge, principale céréale de la bière, et le seigle, l'avoine, théoriquement moins toxique en quantité modérée.
Alors vous avez aussi le kamut, n'est pas un blé ancestral comme on cherche parfois à le faire croire, car il a doublé ses chromosomes, il est donc à exclure. Le maïs est redoutable en raison de grandes modifications qu'il a subies. Une consommation hasardeuse peut déclencher les mêmes troubles digestifs que ceux provoqués par la réintroduction intempestive des céréales à gluten. Le maïs est à l'origine de la peulagre et de sa démence. Alors, il possède donc les mêmes contre-indications que le blé, d'où la nécessité de supprimer de votre alimentation les cornflakes, les pop-corn, les grains de maïs doux et la farine de maïs. Les bonnes céréales, le riz possède 12 paires de chromosomes. Quelles que soient les transformations subies, il revient toujours à son état sauvage initial. Le riz moderne est donc à peu près semblable à son ancêtre préhistorique. Il est bien assimilé par l'organisme, tant le riz blanc que le riz complet. Le sarrasin est très bien toléré, on l'appelle aussi le blé noir que vous retrouvez dans les crêpes. Le petit épeautre est un véritable blé ancestral. Il est assez bien toléré quand il est authentique et consommé cru. En revanche, le pain d'épeautre est à déconseiller, car après avoir cuit à 300 degrés, il présente les mêmes inconvénients que le blé. Mécanisme de l'intolérance. Les anticorps s'unissent à l'antigène, qui est l'intrus donc, pour former un complexe immun. En d'autres termes, c'est une structure active qui va occasionner des réactions inflammatoires en chaîne pour le détruire. Si le contexte le permet, le problème sera résolu par l'élimination de cet envahisseur. Mais dans la plupart des cas, les complexes immuns sont en telle quantité que l'organisme n'est pas capable de les éliminer. On parle alors de pathologie d'encrassage, caractérisée par l'accumulation de ces déchets dans les différents tissus du corps. Si les aliments traversent la muqueuse intestinale en subissant les transformations nécessaires à une bonne absorption, ils bénéficient alors d'une tolérance exceptionnelle que les immunologistes ont baptisée tolérance orale. Elle est tout à fait exceptionnelle car elle suppose une intégrité totale de la muqueuse intestinale. L'émergence des intolérances et des allergies alimentaires est un phénomène relativement fréquent, dû à l'industrialisation des produits alimentaires dont la structure moléculaire ne correspond plus à la nourriture de nos ancêtres. Pour expliquer cette croissance vertigineuse d'allergies et d'intolérances, on peut raisonnablement avancer plusieurs hypothèses. La théorie de l'hygiène. La communauté scientifique est unanime sur le concept de l'hygiène. Il a été constaté que l'exposition précoce dès la néonatalité à des microbes et autres infections stimule le système immunitaire du nouveau-né, lui permettant de reconnaître les substances étrangères nuisibles à son organisme et de neutraliser ses allergènes et autres antigènes. Le fait que nous évoluons aujourd'hui dans un environnement de plus en plus aseptisé, où la propreté et de rigueur n'est pas favorable au développement de l'immunité. Les jeunes enfants ne sont plus autant exposés qu'avant aux micro-organismes destinés à renforcer ultérieurement leur défense naturelle. En revanche, la prise systématique d'antibiotiques chez les enfants en bas âge, qui, en neutralisant les microbes, empêche l'organisme de déployer sa stratégie immunitaire et d'organiser sa propre défense. Force est de constater que ces enfants, dans les années qui suivent, sont plus enclins à développer des pathologies infectieuses, des allergies, des intolérances sur un terrain inflammatoire. Autre cause, l'introduction précoce de nourriture. Alors que leur système immunitaire n'a pas atteint la maturité nécessaire pour tolérer tous les aliments. Autre cause, aliments et fruits nouveaux. L'émergence des fruits exotiques, le kiwi, etc., et les épices sur le marché français a généré l'apparition de nouvelles allergies. Autre cause, l'industrie alimentaire, pour affronter une concurrence de tous les instants, développe sans cesse de nouvelles niches de marché. La composition de nouveaux produits, quels qu'on soit, sans relâche, est de plus en plus complexe et bien souvent allergénique. On en constate les effets pervers avec l'introduction systématique d'addictifs et de contaminants protéiques. En effet, l'allergénicité des protéines provient de nombreuses technologies alimentaires, aromates et même industriels, mixage composite, addition de nombreuses épices, divers procédés de cuisson, etc., etc. Autre cause, la cuisson des aliments. La cuisson des aliments modifie la structure des protéines, d'où une déstructuration puis une désorganisation aboutissant à une agrégation protéique
ainsi qu'à des liaisons covalentes avec des lipides oxydés ou des produits dérivés des sucres. Dès qu'il y a cuisson et association d'aliments cuits divers, on assiste à la formation, par exemple, de molécules de Maillard ou corps de Maillard. Ces dernières ne sont pas assimilables par l'organisme humain et donc pathogènes, puisque notre métabolisme ne les reconnaît pas. Lors de la cuisson, les sucres se polymérisent, les huiles s'oxydent, se polymérisent également, se cyclisent d'autant plus aisément qu'elles sont insaturées. Les polluants environnementaux. Les 6 principaux métaux lourds sont l'aluminium, le barium, le plomb, le mercure, le phosphore et le manganèse. Avec l'émergence de nouveaux produits de synthèse, la liste des polluants environnementaux neurotoxiques ne cesse de s'allonger. Les métaux lourds, en s'accumulant dans l'organisme, neutralisent une classe d'enzymes, les peptidases, dont le rôle est de fragmenter un ensemble de protéines alimentaires provenant du gluten et des caséines du lait. Dès lors que ces systèmes enzymatiques sont inhibés, les aliments ne sont plus assimilés et les nutriments deviennent toxiques. De ce fait, lorsque les protéines des céréales contenant du gluten et celles du lait de vache ne sont pas complètement dégradées, elles franchissent la paroi intestinale et passent dans le flux sanguin, du fait de la perméabilité exagérée de l'intestin. Ces peptides atteignent les récepteurs du cerveau, spécifiques à ces substances sous forme d'opioïdes et vont se comporter dans l'organisme comme certains morphiniques. En occupant et en saturant les récepteurs opiacés, les peptides provenant du gluten et la caséine vont provoquer un ensemble de troubles comportementaux et dérégler la gestion de la sérotonine. Les informations de l'organisme étant perturbées, les troubles du comportement s'aggravent simultanément. L'autisme, la schizophrénie, l'épilepsie, l'hyperactivité, toute forme de dépression. Les manifestations cliniques des intolérances alimentaires. L'ensemble de ces phénomènes se manifestent localement ou se répercutent à distance et altèrent un ou plusieurs organes. En premier lieu, les perturbations locales. Alors les troubles fonctionnels digestifs, ce sont les premiers symptômes à apparaître, apparemment bénins, qui très vite peuvent induire un état intestinal inflammatoire chronique en présence d'une dysbiose et d'une porosité intestinale. Les troubles fonctionnels sont assez banals, un inconfort digestif, des ballonnements, des douleurs abdominales, des troubles du transit sous forme de constipation et de diarrhée. Mais ces troubles digestifs chroniques peuvent se transformer avec le temps en maladies auto-immunes. Et on connaît la célèbre maladie de Crohn, la rectocolite ulcéro-hémorragique ou l'ulcère gastro-duodénal. La colite, également nommée colopathie spasmodique, syndrome du côlon irritable ou colopathie fonctionnelle, la colite est une pathologie très répandue qui touche environ 1 Français sur 4. Elle représente 50% des motifs de consultation en gastro-entéraux et se caractérise par 3 symptômes, les douleurs abdominales, le ballonnement abdominal et les troubles du transit. Les troubles du transit, ce sont les diarrhées et la constipation qui sont systématiquement liés à un état inflammatoire de la muqueuse intestinale. La maladie de Crohn, que j'ai évoquée déjà, c'est une diarrhée chronique avec des douleurs abdominales, émission de glaires sanglantes. Elle touche 4 personnes sur 1000. Les lésions siègent principalement sur l'iléon terminal, plus rarement sur le côlon ou l'anus. La muqueuse intestinale est altérée avec la présence d'ulcérations, de micro-abcès, parfois de fissures et de fistules, en présence d'un processus inflammatoire pratiquement irréversible. Seules nos médecines naturelles peuvent s'avérer efficaces. Alors vous avez maintenant les perturbations à distance. Donc nous avions les perturbations locales, maintenant nous avons les perturbations à distance. Les perturbations à distance s'expliquent par le fait que l'écosystème intestinal entretient des relations privilégiées avec certains organes comme le cerveau et le foie. C'est ainsi que toute perturbation fonctionnelle de la flore intestinale peut avoir des conséquences sur les rapports avec ces 2 organes et réciproquement. Au-delà du tube digestif, les altérations peuvent contaminer d'autres muqueuses, vaginales, urinaires, respiratoires, des tissus cutanés, articulaires et périarticulaires et entraîner des pathologies neurologiques, des infections ORL, bronchopulmonaires, urinaires ou gynécologiques,
ainsi que des pathologies cutanées, urticaire, eczéma. Tous les systèmes peuvent être atteints dès lors que la communication entre les tissus et les cellules ne s'effectue plus normalement jusqu'à observer des situations cliniques plus sévères. L'aggravation de maladies articulaires, notamment la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, la fibromyalgie et d'autres maladies auto-immunes, lupus, diabète 1, la thyroïde d'Hashimoto, le base-dos. Autre organe ou fonction atteint, la migraine. Alors là, c'est l'une des maladies les plus fréquentes. 7 millions de Français qui relèvent des intolérances alimentaires et de l'hyperperméabilité intestinale. Jusqu'à présent, on avait attribué un rôle déclenchant à certains aliments riches en médiateurs vasoactifs comme l'histamine, les leucotriènes, la tyramine, présents dans les fromages fermentés, les vins, le chocolat, les agrumes. Certes, on peut les considérer comme des facteurs déclenchants, mais dans un nombre de cas restreints seulement. C'est ainsi qu'on a sous-estimé le rôle des autres aliments dans la migraine. Or, les études récentes concluent que 80% des migraines seraient attribuées à des aliments sensibilisants. Les immunoglobulines alimentaires incriminées sont très souvent les céréales, on les retrouve, le blé, le lait, les œufs, le soja, le champagne et les xénobiotiques, c'est-à-dire les éléments extérieurs, comme le tabac, l'alcool, la pilule. En les identifiant et en les supprimant, on obtient une réduction impressionnante des accès migraineux, après 2 ans d'éviction des produits incriminés. 40% des patients sont guéris et 40% constatent une amélioration de leurs symptômes. Les migraines peuvent s'expliquer par un encrassage. Elles cèdent 93 fois sur 100 au régime hypotoxique du docteur signalé, dont je vais vous parler à la fin. Le carrefour broncho-ORL est lui aussi atteint. La sphère ORL est un émonctoire qui exprime la présence d'intolérances alimentaires. Nombre de rhinorrhées, de sinusite, d'otite, de laryngite, bronchite, irritation des yeux, bourdonnement ou maladie de Ménière peuvent être imputés à un encombrement de l'appareil digestif ou à des grignotages intempestifs. On observe une amélioration des symptômes ou une guérison totale dans 75% des cas après l'éviction de l'aliment en cause. Les pathologies cutanées. La peau s'exprime sous forme d'irritation, de rougeur, notamment au changement de saison, en période de stress et surtout en cas d'inflammation intestinale. Dans le cas de l'eczéma, une maladie débutant souvent dans l'enfance, la réaction peut être immédiate. Il est alors aisé d'identifier l'aliment sensibilisant. Les aliments les plus souvent incriminés sont le lait, les œufs et plus rarement le bœuf. Associé à un traitement spécifique, l'élimination des aliments sensibilisants donne des résultats extrêmement satisfaisants. La réintroduction de ceux-ci n'entraîne pas par la suite le retour de l'eczéma. L'obésité, là aussi une pathologie que l'on redoute et qui est très fréquente. Dans le cas de l'obésité, on observe une intima, c'est la muqueuse des vaisseaux, et une média, c'est la musculeuse des vaisseaux, sont épaissis, ce qui révèle donc une pathologie cardiovasculaire. Les triglycérides, la glycémie et la C-réactive protéine sont en hausse. Je rappelle que la C-réactive protéine est un marqueur de l'inflammation. L'addiction à certains aliments trouve son explication par la présence excessive d'immunoglobulines G qui révèlent des intolérances. C'est ainsi que le patient, qui en souffre, consomme de façon répétée l'aliment responsable afin de masquer les symptômes apparaissant à l'arrêt de sa consommation. Cette surconsommation d'un aliment est à l'origine de la prise de poids. Par ailleurs, la rétention d'eau occasionnée par des aliments sensibilisants y participe évidemment. L'éviction de l'aliment sensibilisant entraîne en retour une perte d'eau importante et favorise la perte de poids. Les problèmes rhumatismaux. De nombreuses études révèlent que les problèmes rhumatismaux sont dus à une intolérance alimentaire importante, car l'ingestion de certains aliments sensibilisants provoque des douleurs articulaires. L'identification et l'élimination de ces aliments sensibilisants favorise la rémission. Par ailleurs, la présence d'éléments étrangers et antigéniques dans l'intestin grêle induit une inflammation due aux déchets alimentaires et bactériens qui franchissent les mailles élargies de la muqueuse intestinale. Et ces germes, on relève les Yersinia, Salmonella, Proteus mirabilis, ainsi que des pathologies auto-immunes
qui vont donner donc ces fameuses pathologies auto-immunes, la spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde, dont on a beaucoup parlé à propos du coronavirus. Parmi les intolérances les plus courantes, on retrouve les céréales, toujours, avoine, blé, orge, les caséines du lait, les œufs, l'ovalbumine, le porc, la morue et le cabillaud. Alors, le diabète de type 1, cette maladie auto-immune est caractérisée par la destruction des cellules et des îlots de Langerhans du pancréas, ce qui explique l'absence de sécrétion d'insuline. De nombreux auto-anticorps ont été détectés contre les cellules du pancréas, contre l'insuline et contre la glutamate décarboxylase. Le lait et l'œuf sont fortement incriminés, alpha et bêta-lactoglobuline, ovalbumine de l'œuf. Par ailleurs, ces antigènes sont corrélés aux cellules de Langerhans. Les lésions vasculaires, on en voit aussi dans les intolérances avec des œdèmes, hématomes fréquents, fragilité capillaire, couperose et thrombophlébite que l'on peut également attribuer aux intolérances alimentaires. Le système immunitaire permet à l'organisme d'identifier un élément extérieur, de l'isoler et de se mobiliser pour le détruire. La réaction antigène-anticorps apporte une réponse immunologique variable qui se décline en 3 options. Soit elle aboutit à une protection bénéfique qui correspond au principe même de l'immunisation naturelle, et ceci dans la plupart des cas. Soit elle est nuisible et peut déclencher une maladie immunologique de type allergique, intolérance alimentaire ou affection auto-immune, réaction contre certaines cellules de l'organisme. Soit elle est nulle, déterminant l'état d'intolérance immunologique. Alors, il y a un régime qui fait sensation, qui est très connu, c'est le régime ancestral ou hypotoxique du docteur Jean Seignalais. La cause première de la plupart des intolérances et des allergies alimentaires étant la dénaturation de l'alimentation moderne, il convient de proposer le régime hypotoxique du docteur Seignalais, riche en aliments crus et en huiles biologiques, avec éviction des céréales et des produits laitiers, accompagné d'une complémentation magnésium, oligoéléments, vitamines et prébiotiques. Alors, ce régime alimentaire, il convient de se rapprocher le plus possible du mode nutritionnel ancestral, sans imposer de restrictions trop draconiennes qui rebuteraient le malade. Le régime comporte 6 directives essentielles. Supprimer toutes les céréales, à l'exception du riz et du sarrasin. Supprimer tous les laits animaux et leurs dérivés. Manger un maximum d'aliments crus ou cuits à une température inférieure à 110 degrés. Choisir si possible des aliments biologiques, évidemment, qui sont proches des produits originels. Consommer des huiles de première pression à froid. Prendre des sels magnésiens, des oligoéléments, des vitamines à dose physiologique et des ferments lactiques. Évidemment, je viens de vous parler des intolérances alimentaires. Vous avez vu que le chapitre, il est énorme. Et il est difficile de retenir la plupart donc de ces notions. Alors c'est pour ça que je vous renvoie à mes livres. J'ai écrit Les intolérances alimentaires aux éditions Trédaniel et Pollution et santé aux éditions d'Angle. Vous verrez, ces livres permettent de compléter la thérapie, les explications et la thérapie, parce que c'est quand même la thérapie qui compte, et vous découvrirez des petits mystères mais qui sont miraculeux quant à leurs effets bénéfiques. Alors, merci de votre patience et de votre attention, et à bientôt pour un autre chapitre. Au revoir.